Turquie, tout le monde vit dans un climat de peur, n'ose plus s'exprimer, et je ne pense pas que dans ces conditions-là, justice puisse être rendue. Il faut se dire qu'aujourd'hui, la Turquie a prolongé l'état d'urgence 7 fois, à 7 reprises. Donc nous pouvons dire que cet état d'urgence qui, en principe, devait être une situation exceptionnelle, qui ne devait pas durer, prend maintenant une forme permanente de gouvernance en Turquie. Donc la Turquie vit au rythme de décrets qui font office de loi. Il y a eu 30 décrets passés à ce jour, et malheureusement, à chaque décret, nous voyons que la Turquie s'enfonce de plus en plus dans la dictature et que les droits humains sont violés de plus en plus souvent. Nous avons parlé de chiffres déjà, mais peut-être que je vais vous donner quelques détails supplémentaires. Donc, plus de 107 000 personnes ont été limogées en Turquie pour appartenance au mouvement Gülen, mais également à d'autres organisations considérées comme étant terroristes en Turquie. Si dans un premier stade, disons que bon, c'est une constatation que nous pouvons faire, si dans un premier stade les personnes proches du mouvement Gülen étaient visées, nous nous sommes vite rendus compte que pour finir, toute forme de dissidence était, punie en Turquie. Lorsque les journalistes, par exemple, payent un très lourd tribut, plus de 120 journalistes sont en prison, et 120 est un chiffre. Bon, Amnesty a tendance à utiliser les chiffres les plus bas possibles. D'autres organisations, notamment en Turquie, vont dire que près de 200 journalistes se trouvent actuellement en prison. Plus de 180 médias ont été fermés. Plus de 1300 organisations de droits de l'homme ont été fermées également, associations, pas nécessairement droits de l'homme, mais 1300 associations. Parmi ces associations, il y a notamment des associations qui aidaient les personnes les plus pauvres en Turquie, les plus démunies. Donc, la fermeture de ces associations ont pour conséquence que l'on met en péril comment est-ce que je vais dire, la situation de personnes. Bonsoir, Duran Kadir, journaliste sur des sites digitales, language.org. Ma question est, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait 15 députés du parti CHP qui ont démissionné pour passer à un autre parti politique, l'extrême droite de II. Donc, si on sait un peu développer ce sujet, comment ça se fait qu'on passe d'un extrême à l'autre? Merci beaucoup, monsieur. Alors, dernière question, c'était madame ici. Deuxième rang. Hello, I'm from the Embassy of Turkey in Brussels. First of all, I would like to thank all the panels for their valuable comments. Unfortunately, our ambassador could not be here because we have other delegations coming from Turkey, so he was busy, but he really wanted to be here, and he sent me here to represent him, basically. I mean, there's so much to say, but at this late hour, I won't be long. As I said, we value all your comments. They are important for us. But that being said, we also disagree with them respectfully. And the reason is that in the panel, you mostly talked about the consequences of many things that happened. But we have not really discussed, you know, the reasons behind all these measures, all these problems that you underlined. The point that I'm trying to get at is that Turkey has really gone through a very difficult period during the last couple of years, including the terror from the PKK,
terror of FETÖ and other ISIS, Daesh, etc. There's so much to say about it. And all of the things that you have mentioned are actually the consequences of what has happened in Turkey during those couple of years. And my question is actually to the panelists, since you mentioned all these issues concerning human rights and the situation of human rights, why don't we open the chapters, the EU chapters, 23rd and 24th, so that we can have a frank dialogue with the EU, with our partners in the EU, so that we can, in fact, improve the standards in these areas with the EU standards. We can align them with the EU standards. Why do not we, open the 23rd and 24th chapters? I mean, we believe that that's very important, and it will be a very important, starter if we really want to talk about these issues. Thank you. Thank you very much. En fait, Aude Merlin me dit qu'elle n'existe pas utile, elle, de répondre aux différentes interventions. Peut-être que Mme Benjermin va dire quelques mots d'abord, en réponse aux questions que vous souhaitez, puis je passerai la parole à Claude Witzel et à Marie. Yes, well, I will speak English if it's... I can understand French. It's okay. Donc voilà, moi je voulais intervenir sur votre question. Tout d'abord, disons que c'est vrai que j'ai probablement énormément critiqué la Turquie au niveau des droits de l'homme, mais j'ai toujours été une fervente, en faveur de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. À un moment donné, je me suis même dit que finalement, on aurait peut-être dû faire plus pour que la Turquie devienne membre de l'Union européenne que ce que l'on a fait. Donc là, c'est plutôt mon opinion personnelle, parce que j'ai l'impression que c'est vrai, les choses ont traîné, que si elles avaient pu être accélérées, peut-être que la Turquie n'en serait pas là aujourd'hui. D'un autre côté, ouvrir le chapitre des droits de l'homme, oui, d'accord. Seulement, disons, je me réfère à une simple expérience. Je sais qu'il y a 2 ans, j'ai demandé à rencontrer l'ambassadeur de Turquie pour à l'époque discuter de certaines violations des droits de l'homme qui avaient été commises directement après la tentative de coup d'État. Or, nous n'avons pas été reçus à l'ambassade. Disons que tout a été nié en bloc. Il n'y avait pas eu de torture, il n'y avait pas eu de violation de droits de l'homme. Donc voilà, moi je suis un peu perplexe à ce niveau-là, parce que d'un côté, je veux dire, vous voulez ouvrir le chapitre des droits de l'homme, mais vous n'êtes pas prêt à vouloir en discuter avec les organisations de droits de l'homme. Donc là, ça me semble un peu contradictoire. Voilà. J'ajouterais peut-être que quand André Dubus et moi-même nous avons rencontré l'ambassadeur, il nous a dit que les organisations de droits de l'homme n'avaient jamais demandé à le rencontrer. Donc je pense que ça, c'est une question ouverte. You're always welcome. Thank you. Moi, je voudrais répondre à monsieur là-haut et à madame. Alors, la réunion de Varna, c'est un sous-produit de ce qui aurait normalement dû être un sommet. Mais il faut comprendre pourquoi Varna n'était pas un sommet et simplement une réunion entre le Premier ministre bulgare, le président de la Commission et le président du Conseil européen. Tout simplement parce que les autres membres du Conseil européen ne voulaient pas rencontrer le président turc. Pourquoi? Il faut comprendre ce qui s'est passé l'année dernière. Lorsque vous avez une campagne référendaire en Turquie, qui bien sûr concerne des citoyens turcs en Europe, et qu'à cette occasion, le président de la Turquie dit, vous êtes aux politiciens allemands et néerlandais, vous êtes des nazis, des restes de nazis, et je cite l'autre phrase importante, s'ils n'avaient pas honte, ils rallumeraient les chambres à gaz. Voilà, vous devez comprendre que vous touchez à l'épine dorsale de la construction européenne. Pourquoi il y a une construction européenne depuis le 9 mai 1950? Parce qu'il y a eu des guerres épouvantables entre Européens et un Holocauste. C'est ça la raison fondamentale pour laquelle les Européens se sont mis ensemble.
si pour des raisons de pure politique intérieure turque, vous venez, et je rappelle que dans la campagne référendaire turque, l'opposition n'avait pas toujours la capacité de se réunir, parce que les réunions sont autorisées par les gouverneurs, donc par l'État, et que les médias donnaient un accès sélectif, selon qu'on était pour le oui et pour le non. Donc, n'ayant pas de capacité de faire campagne réellement en Turquie, on vient de faire campagne en Europe, et tout d'un coup, il y a une énorme protestation du gouvernement turc disant il n'y a pas de liberté d'expression. Mais si la liberté d'expression consiste à dire que le gouvernement européen tel ou tel sont des nazis, ben non, ça ne marche plus. Donc il faut comprendre qu'il y a eu un pont qui s'est cassé en mars l'année dernière. Ce pont, ce n'est pas avec la Turquie, c'est même pas avec le gouvernement turc, c'est avec le président personnellement, qui d'ailleurs plus tard a dit il faut oublier ces propos, c'est des propos de campagne. Eh bien non, ça passe pas. Deuxième chose importante, c'est que, ça c'est la réponse sur les chapitres 23 et 24 pour la représentante de l'ambassade, c'est qu'on est dans un processus d'adhésion où il y a l'unanimité, et donc s'il y a ne serait-ce qu'un État membre qui n'est pas d'accord pour ouvrir un chapitre, il ne s'ouvre pas. Donc c'est un processus qui est extrêmement compliqué, qui est extrêmement pénible, en ce sens qu'il comporte, ce n'est pas véritablement une négociation, c'est un alignement sur la législation européenne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au stade où on en est arrivé, disons en 2016 ou 2017, l'alignement sur la législation européenne est antinomique avec le concept de pouvoir dans le pays. Je suis désolé de le dire, mais ça, c'est pas moi qui le dis. Hein, ce sont les politiciens européens, vous connaissez les déclarations successives. Et quant au référendum lui-même, encore une fois, la commission de Venise du Conseil d'Europe et l'OSCE ont clairement dit comment ça s'est passé. Bien. Évidemment, en Turquie, il y a 50% de la Turquie qui pense comme monsieur et 50% de la Turquie qui pense plutôt dans l'inverse. Et ça, c'est quelque chose qui nous reste, le dernier carré qui nous reste d'un pays, disons, pluraliste. Première chose, c'est que la Turquie n'est pas une dictature au sens propre du terme. La Turquie est un mélange d'autocratie élective, est un mélange de démocratie et d'autocratie, où tous les pouvoirs sont réunis dans les mains d'un homme, qui peut être un bon homme ou qui peut être un méchant, mais qui n'empêche qu'il devient autocrate. Imaginez une situation où, d'abord, c'est le président de la République accuse, publiquement dans une discussion, dans un discours. Le lendemain, le procureur ouvre un procès. Ça ne s'appelle pas l'indépendance de la justice. Imaginez un pays où le procureur arrête une personne, le lendemain, le président annonce toutes les inculpations qu'on peut retrouver dans 2 ou 3 mois dans le chef d'inculpation. Ça ne s'appelle pas l'indépendance de la justice. Quand c'est le président qui ordonne ce que la justice doit faire, nous sommes dans un régime qu'on appelait dans l'ancien temps la tyrannie. Tayyip Erdogan, de ce point de vue-là, n'est pas un démocrate, dans le sens où il est considéré, il se considère incarnant le peuple par les élections, et par cette incarnation, il considère qu'il doit avoir la totalité des pouvoirs tant qu'il est élu. Évidemment, il reconnaît la légitimité d'être élu, et il reconnaît les élections comme moyen d'avoir droit à régner. Mais au-delà, donc ce n'est pas un roi, ce n'est pas une dictature militaire, ce n'est pas quelqu'un qui organise des coups d'État, mais c'est un autocrate qui se veut élu. Deuxième chose, pour le débat sur la question kurde. Vous avez raison, Tayyip Erdogan, avant même de devenir
maire d'Istanbul en 1994. En 1991, quand il était encore un jeune militant, président de la section départementale d'Istanbul du parti islamiste autrefois, c'est-à-dire le parti Refah. Il a fait faire en 1991 un rapport qui pour la première, et contre l'avis de son chef de parti Erbakan, un rapport qui pour la première fois, dans la mouvance musulman conservateur, reconnaissait les Kurdes comme des citoyens à part entière. C'est vrai. Il avait cette position. Il a eu cette position dans les années 2000. Mais Tayyip Erdogan est d'abord un politicien électoraliste. À partir du moment où il considère, et là-dessus, je pense que ce n'est pas Tayyip Erdogan qui est fautif, c'est la majorité des Turcs qui en sont responsables. À partir du moment où les ouvertures des négociations, les ouvertures, comme on dit, le procès de négociation pour résoudre le processus de négociation pour résoudre le problème kurde avançait, Tayyip Erdogan, qui dirige le pays à partir des sondages d'opinion hebdomadaires, il se rendu compte qu'une partie des électeurs d'AKP nationalistes quittaient son parti pour le parti d'extrême droite nationaliste MHP, une partie des Kurdes qui votaient conservateurs, qui votaient pour AKP, dans cet élan de nouvelle reconnaissance identitaire, votaient pour le parti pro-kurde. Il a arrêté le processus. Et il a arrêté le processus 2 mois avant les élections de 2015. Et il avait raison, il a perdu les élections de 2015. Le parti d'extrême droite nationaliste est passé à 16%, le parti pro-kurde est passé à 13%, et son parti est tombé à 40%. Il avait bien vu. Mais dans ce cas-là, on ne lance pas pour regagner les élections la guerre. C'est par la guerre que Tayyip Erdogan, et par cet affrontement que Tayyip Erdogan a voulu reconstituer sa majorité, ce que je disais tout à l'heure par la polarisation. Mais je précise une chose, c'est que la responsabilité première est la majorité des Turcs qui ne veulent pas l'égalité avec les Kurdes. Le pays nationaliste depuis ses débuts. C'est ce que je vous disais. C'est la majorité des Turcs ne veulent pas avoir une égalité avec les Kurdes. Messieurs. Et cette possibilité cette question d'égalité, vous m'avez pas donné. cette question d'égalité, on l'a aussi avec les sunnites et les alévites. À charge de la Turquie. On a des problèmes de la même manière. Si vous avez une intervention, quand M. Insel terminera, je vous donnerai la parole. Non, madame. Je vous donnerai la parole. Donnez-moi la parole. Laissez M. Insel terminer. La question d'égalité en Turquie est la question la plus épineuse. Les hommes ne veulent pas de l'égalité des femmes, ils en tuent tous les jours. Les sunnites ne veulent pas l'égalité avec les alévites. Les musulmans ne veulent pas l'égalité avec les chrétiens ou les non-musulmans. Hein? C'est un problème majeur qui dépasse Tayyip Erdogan, qui dépasse l'AKP. C'est un grand problème en Turquie. Tout à fait. Mais il fallait laisser un Non, monsieur. Vous avez votre temps de Sur la parole. question d'égalité, nous avons un très grand problème. Un très très grand problème que nous ne supportons pas. Et à telle enseigne qu'on peut même justifier le génocide par la question de la reconnaissance, parce que les Arméniens revendiquaient aussi leur demande d'égalité dans le cadre de l'Empire ottoman. C'est grave. Les Alévis en ont souffert. Les massacres de Dersim, c'était la même chose. La gauche en a souffert d'une certaine manière. Les musulmans en ont souffert d'une autre manière. La Turquie est un pays où tout le monde souffre de son voisin. Les musulmans souffrent de la répression des kémalistes, ils ont raison. Les modernistes souffrent de la pression du conservatisme qui veut interdire l'alcool, qui s'occupe de comment les filles doivent s'habiller, etc. Il y a encore 2 jours à Antalya, on a interdit au milieu une cérémonie pour le 23 avril parce que les filles qui sont en école primaire étaient habillées avec des jupes manches courtes ici.
Et c'était indigne. Donc du coup, c'est le directeur d'éducation nationale départementale a interdit au milieu de ces festivités, les festivités, imaginez le choc de ces jeunes filles de vivre cette humiliation. La Turquie est un pays où tout le monde a peur de tout le monde. Les musulmans avaient peur de l'armée, les kémalistes ont peur des musulmans, les alévis ont peur des sunnites, les non-musulmans ont peur des musulmans, etc. Donc c'est un pays où la peur est générale, et dans un pays où la peur est générale, effectivement, il y a ce problème où on s'accroche à une autorité. On cherche la protection d'une autorité. L'autoritarisme en Turquie n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. L'autoritarisme en Turquie sort de la terre, sort de la société. C'est un autoritarisme généralisé. À la famille, aux syndicats, aux partis, on retrouve le même autoritarisme. Je dis bien le famille, syndicats, entreprises, et à l'université, on retrouve le même autoritarisme. Alors, donc, c'est un problème plus grave, effectivement. En ce qui concerne le débat sur l'adhésion, nous avons énormément fait pression, les organisations des droits de l'homme, une énorme pression sur le Parlement européen, sur la Commission européenne, dans les années 2009-2010, pour que justement les chapitres 23-24 soient ouverts. Parce que c'était dans notre intérêt. Nous n'avions que faire de la libre circulation, sur les chapitres sur l'économie et finances qui concernaient vraiment la dernière étape. Nous avions vraiment besoin de ça. Il y avait, malheureusement, dès le départ, en 2006, quand la Turquie a commencé les négociations en vue d'adhésion, la Turquie a commencé ces négociations avec un différend. Et c'est le seul cas, à ma connaissance, dans l'ouverture des négociations dans l'expérience européenne, avec un différend majeur. La Turquie ne reconnaît pas un pays membre de l'Union européenne. Comment vous allez faire? La Turquie ne reconnaît pas la République de Chypre. Pour des raisons compliquées, peu importe, on laisse. L'Union européenne a eu l'erreur d'accepter la République de Chypre comme membre avant de résoudre le problème. Ça, c'est la responsabilité de l'Union européenne. Une fois que c'est fait, comment vous pouvez adhérer dans un club où vous ne reconnaissez pas un membre de club qui dispose d'un droit de veto? C'est techniquement impossible. Et c'est à la demande de Chypre, si je ne me trompe pas, que 8 chapitres ont été bloqués, dont le chapitre 23-24. Pourquoi les Chypriotes, par ailleurs, ont spécialement voté 23-24, alors que 23-24 aurait permis peut-être de résoudre un peu plus la question chypriote? Ça, c'est l'irrationalité chypriote, laissons de côté. Mais le problème était faussé dès le départ. Malheureusement, nous sommes totalement prisonniers de ces conflits. Le conflit chypriote est un conflit mineur, mais ce conflit chypriote est un conflit qui a, dès le départ, mis la Turquie sur une trajectoire de non-adhésion, parce que le conflit perdure et probablement va perdurer très longtemps. Moi, je suis plutôt dans une position pour dire que la Turquie est un pays où notre espoir reste, et je terminerai là-dessus, notre espoir reste que la société, dans sa grande majorité, continue à croire qu'on peut changer les choses dans un sens ou dans l'autre. Dans un sens ou dans l'autre, par les élections. C'est un grand chance-trouve. Parce que le jour où nous perdrons cet espoir qu'on puisse changer les choses par les élections, je pense que nous tomberons tous dans un degré de violence qu'on peut voir les conséquences chez nos voisins. Merci beaucoup. Alors, j'ai promis à monsieur...